Bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, nous allons parler de Béhanzin, le roi du Dahomey, qui a dit non à la colonisation. En effet, ce roi sera un des souverains africains qui va lutter contre la colonisation européenne de l'Afrique. Mais avant de raconter son destin tragique, je vais vous décrire un petit peu le royaume du Dahomey. Il est situé au sud-ouest de l'actuel Bénin. Sa capitale est Abomey, il a été fondé en 1600, on y parle le fon, c'est une monarchie, et ce pays fut une des plaques tournantes du système négrier. En effet, il y avait des ports où on chargeait les Africains et où ils étaient emmenés en Amérique pour leur malheureux destin. Mais tout cela va évoluer avec le 19e siècle et le Dahomey va commencer à attirer la France et ses désirs coloniaux. Mais le roi du Dahomey, Béhanzin, n'est pas de cet avis. Et je vais vous conter son histoire tragique et son règne. Lorsque Glélé, roi du Dahomey, de 1858 à 1889, meurt le 29 décembre 1889, son fils Kondo lui succède. Il prendra le nom de Béhanzin. Il profite de la saison sèche pour préparer son armée à lutter contre les Français qui ont reçu des renforts en février 1890. Le 4 mars, une violente attaque des forces du Dahomey sur Cotonou est repoussée. Le 19 avril, Béhanzin, en personne, à la tête de plusieurs milliers d'hommes, sert Porto Novo, mais ne peut emporter la ville d'assaut. Des otages français pris à Ouida sont conduits à Abomey, la capitale. L'un d'eux décrit ainsi Béhanzin. Il a 40 ans environ, c'est un nègre admirable, bien pris, quoique de taille moyenne. La figure est ouverte, intelligente, le regard franc et droit. L'échange de ces otages est l'occasion de négociations entre les représentants de la France et Béhanzin. L'accord de Ouida, conclu le 30 octobre 1890, reconnaît à la France le protectorat sur Porto Novo, en échange d'une rente annuelle. Les deux parties profitent du répit pour se préparer activement à la guerre. Béhanzin dispose de 15 000 hommes, armés de fusils allemands, achetés par l'entremet du Togo, qui est une colonie allemande à l'époque, et de couteaux machettes, ainsi que de 4 000 Amazones équipées jusqu'aux dents. Ce sont ces unités de guerrières africaines, hyper entraînées, dont je parlerai ultérieurement. Il a 5 000 fusils à tir rapide. En face, 800 hommes. Commandé par le colonel Dodds, la flotte française établit un blocus pour limiter la livraison d'armes. Le 23 août arrivent en renfort 800 légionnaires et 2 escadrons et un détachement du génie. Les troupes françaises envahissent alors le Dahomey. Après avoir repoussé les troupes de Béhanzin à Dogba, elles franchissent l'Ouémé. Au combat de Pokissa, le 4 octobre 1890, les Français capturent 3 Allemands et un Belge qui se trouvaient dans les rangs de l'armée dahoménienne et les fusillent. Malgré les combats qui redoublent, les troupes du colonel Dodds continuent leur progression. Le 4 novembre, Béhanzin rassemble toutes ses forces, mais il est battu. Son armée est presque totalement détruite. 4000 morts, 8000 blessés environ. Et le 16 novembre, le colonel Dodds entre dans Abomey en flammes. Béhanzin tente en vain de négocier devant l'intransigeance du gouvernement français et est contraint de reprendre la lutte. Tous ces événements, c'est les guerres avec le Dahomey, les guerres franco-dahoméniennes, et il y en aura 2 dans l'histoire. Il faut savoir que plusieurs États européens sont entrés en guerre avec des États africains parce que ces États-là refusaient la colonisation. L'Angleterre est rentrée en conflit avec la Confédération Ashanti, dans l'actuel Ghana, et avec le Royaume du Bénin, situé au sud du Nigeria. Concernant la France, les 2 principaux épisodes sont les 2 guerres du Dahomey. La première guerre du Dahomey se déroule du 21 février au 4 octobre 1890 dans l'actuel département de Ouémé au Bénin. Les troupes françaises, aidées de combattants des royaumes de Porto Novo et de Quinto, l'emportent sous les forces du royaume fond du Dahomey. Le Dahomey dut reconnaître le protectorat français sur Porto Novo et Quinto et céder la ville de Cotonou. Il est important de noter que des armées africaines se sont alliées avec les Européens, plus par naïveté que par soumission.
Ils pensaient que s'ils aidaient les Européens à faire tomber par exemple le roi du Dahomey, bah ceux du Porto Novo ils se sont dit c'est bien, on fait tomber le roi du Dahomey, on récupère le Dahomey, on est copains avec les Français, on n'aura aucun souci. Et on a bien voulu leur faire croire ça. On les a un petit peu manipulés en mode tu nous aides à débarrasser le roi, t'auras le pouvoir. Promesse que non, on ne va pas tenir. Imaginez que les enfants de ces gens-là, on leur a promis allez faire la première guerre mondiale, vous aurez des récompenses en revenant, et ils ne les ont pas eu. Ils se sont fait trahir 2 fois par la France en 2 générations. La seconde guerre du Dahomey eut lieu du 4 juillet 1892 au 15 janvier 1894 dans les actuels départements de Ouémé et de Zou au Bénin. Les troupes françaises du colonel Alfred Dodds l'emportent sur celles du royaume fond de Béhanzin. Cette guerre marque la fin du royaume du Dahomey qui est annexé par l'empire colonial français. Donc, il y a quelque chose de très important qui va influencer l'histoire du Dahomey, c'est que cette campagne a tellement été dure pour l'armée française, parce que l'armée de Béhanzin s'est battue jusqu'au bout. Hein. Ils ont vraiment fait tout ce qui était leur possible. Cette bataille a tellement été dure, c'est pour ça que la colonie du Dahomey s'appelle le Dahomey. Parce que ça a tellement été dur de les battre qu'ils ont préféré garder le nom du royaume qu'ils ont tué, ce qui permettait de mettre en avant l'exploit militaire. Le nom de Dahomey restera à l'indépendance jusqu'en 1975, quand le président décidera que ça s'appellera le Bénin. Le président Kérékou. Pour revenir à notre Béhanzin et à son conflit. Le conflit prend fin le 15 janvier 1894, lorsque le roi Béhanzin signe sa reddition, après des cérémonies rituelles et un fameux discours d'adieu. Il se rend au capitaine privé, qui le conduit au général Dodds à Gao. Le traité du 29 janvier 1894 marque la fin du conflit. Son article 6 interdit la traite des esclaves au Dahomey ainsi que les sacrifices humains. Déchu et se soumet de son plein gré à condition de pouvoir se rendre en France pour rencontrer le président Sadi Carnot qu'il considère comme le roi des Français afin de trouver un accord concernant son pays. Il est capturé et aucune rencontre avec le président n'est organisée. Il ne faut pas oublier que beaucoup de chefs d'État africains à l'époque de la colonisation, pensaient que soit par un conflit militaire ils pourraient s'en sortir, c'est l'option qu'ont pris les Ashanti, le Dahomey ou même l'Éthiopie avec les Italiens. Mais ils pensaient aussi à la diplomatie, parce qu'il ne faut pas oublier que les chefs d'État africains, dont Béhanzin est un magnifique exemple, restent des personnes assez intelligentes, parce que l'État africain évolue. Il évolue dans le sens où on a une plus grande centralisation des pouvoirs et donc ils sont plus dans un élément de gestion de leur territoire. Conduit du poste de Gao à Cotonou, le roi Béhanzin connaît l'exil politique et ne reviendra pas au Dahomey. Sa résistance, son astuce, le dégoût qu'il suscite par ses pratiques de l'esclavage et des sacrifices humains, les mystères entourant ses pouvoirs magiques, l'exotisme du Dahomey auront donné une abondante matière aux gazettes et aux journaux français de 1890 à 1894. En effet, il ne faut pas oublier que là on rentre dans l'idéologie coloniale. Ils pratiquaient l'esclavage. Certes, c'était plus la traite négrière, c'était un esclavage, comment dire, à domicile, on va dire. C'était plus des esclaves domicile, un petit peu comme on avait à l'époque de la Grèce ou de la Rome, où l'esclave, bon, il t'aidait à faire tes champs. Il faisait des sacrifices humains, et donc tout ça, bah, vu d'un Européen, c'est horrible. Ils font de l'esclavage, ils font des sacrifices humains, c'est horrible. Mais d'une vision africaine, ce n'est pas horrible. C'est simplement un décalage de culture. Mais les partisans de la colonisation vont se servir de ce décalage culturel pour dire, vous avez vu un peu leur culture, c'est pas grave si on les allume. On va les fumer, c'est pas grave. Et donc ça alimente les journaux pro-colonialistes qui vont se servir de ça pour faire avancer les pions sur l'échiquier. Le 30 mars 1894, Béhanzin est déporté par les autorités coloniales dans l'île de la Martinique avec sa famille et sa suite. Il réside au fort de Tartanson, puis dans une résidence surveillée sous les hauteurs de Fort-de-France. Malade et affaibli, il quitte la Martinique en 1906 après d'incessantes demandes pour rejoindre sa terre natale. Toutes refusées puisqu'il est déplacé en Algérie alors française. Le gouvernement français ne voudra jamais que l'ex-roi puisse regagner son pays où son souvenir paraît sans doute trop présent. Après avoir résidé sous surveillance
Dans la ville de Blida, sa santé se dégrade. Il est transporté à Alger, où il décède d'une maladie pulmonaire le 10 décembre de l'année 1906. Sa dépouille retrouve le sol ancestral en 1928 à la suite des démarches de son fils, Wanilo, où il est solennellement inhumé à Djimé le 9 mars 1928, c'est-à-dire 22 ans après sa mort. On rapproche souvent Béhanzin à Vercingétorix en raison de la bravoure dont tous les deux ont su faire preuve lorsqu'ils résistaient à l'envahisseur. Pour conclure cette biographie que je conçois assez courte, parce que expliquer Béhanzin, c'est surtout expliquer son combat contre le colonialisme, je voudrais vous lire une lettre de Béhanzin adressée aux Français. Cette lettre a été écrite au moment du début de la Deuxième Guerre, c'est-à-dire le 10 avril 1892. Je viens d'être informé que le gouvernement français a déclaré la guerre aux Dahomey. Je vous avise que si un de nos villages est touché par le feu de vos canons, tels que Cotonou, Godomé, Galavi, Awekete, Ouida et Agoni, je marcherai directement pour briser Porto Novo et tous les villages appartenant à Porto Novo. La première fois, je ne savais pas faire la guerre, mais maintenant je sais. J'ai tant d'hommes qu'on dirait des vers qui sortent des trous. Je suis le roi des Noirs et les Blancs n'ont rien à voir à ce que je fais. Veuillez rester tranquille, faire votre commerce à Porto Novo, comme cela nous resterons toujours en paix, comme auparavant. Si vous voulez la guerre, je suis prêt. Je ne la finirai pas, quand même elle durera 100 ans et me tuera 20 000 hommes. Cette lettre est très importante parce que on est toujours là dans la diplomatie. Si vous nous déclarez la guerre, on va répondre. Et il y a aussi un point très important, c'est la phrase "Je suis le roi des Noirs et les Blancs n'ont rien à voir à ce que je fais". C'est une vraie réponse à ces Blancs qui arrivent en Afrique et qui disent "Ah, l'esclavage, non, ça t'oublie. Les sacrifices humains, ça aussi t'oublie". C'est une véritable réponse où il y a une véritable volonté de préserver sa culture et son africanité. Et là, on part sous vraiment des menaces. Il a essayé de faire peur. Parce qu'il a dit 20 000 hommes, c'est pas innocent. Quand on sait qu'ils sont à peine 1500, les armées françaises. Détail qu'il a oublié, peut-être qu'il parle du feu des canons, mais il oublie un truc. Malheureusement, le Dahomey n'avait pas fait encore sa révolution industrielle, alors que la France l'avait déjà faite depuis bien 60 ans. L'histoire de Béhanzin est liée à une période fort difficile pour l'Afrique. En effet, quand il prend le pouvoir, les Européens rôdent autour de l'Afrique comme des requins rôderaient autour des surfeurs. Son règne est marqué par une lutte sans précédent contre la France. Il a résisté comme rarement on a pu résister en Afrique. Il a fait preuve d'intelligence, mais malheureusement, c'était le pot de terre contre le pot de fer. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, suivez la page Facebook, regardez les sources dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir, à plus, ciao.